Ce podcast vous est présenté par Veolia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Le Champ des Possibles, un podcast hors série consacré aux défis de l'agriculture face à la transition écologique. Dans cette série, nous explorons comment le secteur agricole s'adapte, innove, se réinvente face aux enjeux climatiques et économiques. Pour ce dernier épisode, nous nous intéressons à un concept clé pour l'avenir de l'agriculture, la boucle territoriale. L'idée, c'est créer des écosystèmes agricoles locaux plus résilients en optimisant les ressources disponibles sur un territoire donné. De la gestion des déchets organiques à la production d'énergie renouvelable en passant par une fertilisation plus durable, comment repenser l'agriculture à l'échelle locale? Nous en discutons tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'être entourée d'Audrey Bourrelot, qui est fondatrice d'Hectare, une structure qui accélère la transition sociale et économique de l'agriculture régénératrice. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Paul-Antoine Seb, vous êtes directeur de Veolia Agriculture France et agriculteur. Merci d'être avec nous. Merci. Paul-Antoine Seb, ma première question, ça va être un petit peu de définition quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on entend derrière les termes boucle territoriale en agriculture ? Alors en fait, on parle tellement de mondialisation, on parle tellement de souveraineté alimentaire nationale, européenne, etc. Le sujet, c'est de dire, mais d'abord, au local, qu'est-ce qui se passe en fait à l'échelle d'un territoire ? La métropole européenne de Lille, la MEL, c'est une très grande métropole française, et en fait, c'est la plus agricole de France. Donc c'est un mélange ville-campagne, et comment tout ça, ça fonctionne, comment les produits sont consommés par la population, mais comment ils sont produits par les agriculteurs locaux, et comment il y a une circularité qui s'opère entre les différents déchets, produits consommés, énergie, etc. On va aller un peu plus dans le détail dans un instant. Audrey Bourrelot, vous pouvez déjà tout simplement nous expliquer la mission d'Hectare. Et donc, j'ai cité le terme agriculture régénératrice tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire aussi et en quoi c'est un lien avec cette circularité ? Hectare, c'est un projet que j'ai fondé il y a 4 ans maintenant. On a accueilli 20 000 personnes effectivement sur cette transition dans des cadres de formation, de sensibilisation. Et je suis moi-même exploitante sur une ferme à 35 minutes d'ici. Et l'agriculture régénératrice, c'est le fait d'accompagner les enjeux de transition vers une économie et une industrie plus neutre en carbone. Et on a une chance incroyable en fait en France, c'est que la moitié de notre pays, ce sont des terres agricoles. Et que ces terres agricoles, ce sont la solution. Donc, les agriculteurs vont faire partie de cette solution pour décarboner. On entend toujours qu'il faut être plus neutre en carbone. Pourquoi ? Parce qu'en mettant en place les pratiques de l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire couvrir ses sols, comme je le dis souvent, on couvre sa peau, on couvre ses sols. Ça va permettre de les régénérer. Ça va permettre, dans le cadre de cette boucle territoriale aussi, de pouvoir laisser de la matière organique, redonner de la vie. Et ça va permettre de capter du carbone. Donc, c'est maintenir, moi je le dis souvent, l'agriculteur, c'est le seul entrepreneur dont on a besoin 3 fois par jour. Et en fait, son capital à cet agriculteur, en tant que chef d'entreprise, c'est son sol. Donc, il faut qu'on en prenne soin. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'économie de l'agriculteur parce que ça maintient sa capacité de production. Et donc, nous, on accompagne cette transition. Combien ça coûte de faire ça ? Qu'est-ce que ça demande comme compétence à l'agriculteur ? Et est-ce que le consommateur, dans son territoire, est prêt à payer un peu plus, soit pour son alimentation, pour demain, on y reviendra peut-être, son énergie aussi. Paul-Antoine Seb, quels sont les principaux flux qui s'intègrent dans cette boucle territoriale ? Vous avez cité quelques éléments, mais voilà. Le plus emblématique, c'est l'eau. Oui. L'eau, Veolia distribue des millions de mètres cubes d'eau à la population. Il y a le besoin des industriels, puis il y a le besoin de l'agriculture, et puis il y a aussi le besoin d'EDF, parce qu'il faut savoir que les centrales nucléaires ont besoin de beaucoup d'eau pour refroidir ces centrales et réacteurs. Et donc, en fait, c'est l'eau, comment on la partage, en fait. Alors, évidemment, on a un pays où il y a beaucoup de terres agricoles, et c'est vrai, il faut le souligner. On a beaucoup d'eau, pas toujours bien répartie. C'est comme les terres agricoles, c'est pas toujours bien réparti. Et en fait, on a la chance, pour l'instant, d'arriver à peu près à gérer ça. Il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué, l'Espagne, puis Israël. Israël, il y a un ministère de l'eau, parce qu'eux, ils partagent l'eau, ils veulent perdre aucune goutte. Donc l'eau, c'est un vrai sujet pour nous et pour le monde agricole. Le sujet des déchets, comment on collecte les déchets organiques. On a beaucoup progressé en France dans ce domaine-là, puisque maintenant on sépare de plus en plus. Alors c'est contraignant des fois pour le consommateur, parce qu'il faut trier, et l'effort de tri, il n'est pas toujours bien compris ou bien respecté. Mais l'idée, c'est comment on arrive à séparer les flux pour nourrir l'ensemble des besoins.
Et sur l'énergie, c'est un sujet aussi. On a vu avec la guerre en Ukraine que notre dépendance énergétique, finalement, c'est pas terrible. On a vu pendant le Covid que notre dépendance, y compris à certains aliments, était pas terrible. Et donc, c'est tout ça qui enclenche ce mouvement. Et quand on remet là-dessus une couche de effet climat dévastateur sur les premiers concernés, c'est aussi les paysans qui subissent ces fléaux, sécheresse ou inondations. Dégradation des sols, parce que quand on a intensifié beaucoup d'engrais minéraux, beaucoup de pesticides, on se dit ah bah mince, qu'est-ce qu'on fait? Et donc cette agriculture régénérative, tout ça, c'est comment au local on arrive à restaurer la santé des sols, comment on arrive à produire et comment on arrive à aussi avoir des agriculteurs qui sont sûrs d'avoir un revenu avec assez d'eau. Vous voyez, c'est catastrophique dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Orientales, les vignerons, ils s'en sortent plus parce qu'il pleut plus, il pleut 200 mm, c'est catastrophique. Donc voilà, c'est comment on arrive à faire tout ça, quoi. Parce que, par exemple, pour l'exemple de l'eau, on peut penser une circularité, vraiment une boucle qui se termine et qui se régénère entre tous les secteurs agricoles, industrie, ville, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de tous les passages de l'eau? Alors, l'eau. Nous, on a un exemple très concret dont on est très fiers. Les sucreries. En France, on a un pays où on produit beaucoup de betteraves à sucre. Et donc, quand vous traitez 100 tonnes de betteraves dans une sucrerie, vous produisez 50 tonnes d'eau. Parce que la betterave, c'est un peu de sucre, 20%, et le reste, c'est de l'eau. Une partie va dans les pulpes, qui va en alimentation animale ou en méthanisation maintenant. Et puis l'autre, c'est de l'eau. Donc, votre sucrerie, elle démarre la campagne en mois de septembre avec 200 000 mètres cubes. C'est déjà pas mal, dans ces bassins, et elle finit avec parfois plusieurs millions de mètres cubes d'eau. On a mis en place des filières où, au lieu d'épurer l'eau dans les grosses stations d'épuration, même si Veolia en construit des stations d'épuration, en fait, le modèle, c'est on arrose les champs autour, les flux de potasse contenus dans cette eau servent à fertiliser les pommes de terre et les légumes, et en fait, ça évite quoi? Ça évite que le million de mètres cubes soit capté dans la nappe, et donc ça profite à la ressource, ça économise la ressource de la nappe. Il y a ces choses-là qui sont mises en place en Espagne, en Italie, en Israël, on en parle tout le temps, y compris avec des eaux de stations d'épuration, où elles sont réutilisées, parce que sans eau, l'eau c'est la vie, on le dit facilement. L'eau c'est une assurance pour le paysan. S'il n'a pas d'eau, il peut mettre tous les engrais qu'il veut, il peut mettre toutes les semences qu'il veut, ça poussera pas. Donc voilà un exemple dans l'eau. Dans les déchets, c'est plus simple. C'est la collecte des déchets verts, des biodéchets, des bouts de stations d'épuration. Elles sont compostées et c'est les agriculteurs autour des stations de compostage qui utilisent ces composts pour fertiliser leurs champs. Et puis dans l'énergie, c'est l'émergence des méthaniseurs agricoles, où c'est pareil. Au-delà de la culture de certaines cultures pour produire de l'énergie, vocation énergétique, les cives, nous, on a à peu près 300 000 tonnes de sous-produits méthanogènes qu'on alimente auprès de plusieurs centaines de méthaniseurs en France. Donc on a ces petites économies circulaires, mais il n'y a pas encore la grande boucle. C'est à chaque fois des détails pour l'eau, pour les déchets. D'accord. Ouais, parce que ça peut être imaginable, une grande boucle avec... c'est mon rêve, on en parlera. Audrey Bourlot, est-ce qu'il y a des acteurs clés qui sont impliqués dans cette circularité, qui sont fondamentaux? Bien sûr, nous, on accompagne la reprise d'exploitation et on a cette démarche d'entrepreneurs et de fédérés, j'allais dire, à l'approche d'un territoire, différents acteurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous reprenez une ferme, je le rappelle juste, on va avoir la moitié de nos agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 5 ans, des repreneurs qui ne sont pas toujours familiaux. Et je peux vous dire que pour payer votre terre agricole, gagner votre vie et faire la transition, il faut ramener de la valeur ajoutée sur les fermes pour pouvoir se rémunérer et en vivre comme tout chef d'entreprise. Et vous le voyez dès le début de cette intervention, on a tout de suite parlé souveraineté alimentaire et énergétique. Une des convictions qu'on porte avec Hectare, c'est qu'il va falloir diversifier nos revenus et que la complémentarité, parce que c'est bon pour les sols, on vient d'en parler, parce que c'est bon pour la boucle territoriale, entre alimentation et énergie, ça va être un moyen de financer cette transition. Et nous, quand on accompagne des repreneurs de ferme, on dit dans quel territoire tu es. Est-ce qu'il y a un outil de méthanisation? Est-ce que les cultures à vocation énergétique, c'est quelque chose qui va sécuriser ton business model? Est-ce qu'il y a un outil de transformation alimentaire? Je prends souvent cet exemple. On sait qu'on importe la moitié de notre poulet, la moitié de nos fruits et les légumes, parce que notamment sur la volaille, on manque d'ateliers de découpe régionaux. Il faut réindustrialiser nos territoires. Il y a plus de 10 ans, on a créé les projets alimentaires territoriaux. Je crois qu'il y en a 440 qui ont été créés, seulement 100 qui en sont mis à l'œuvre. Pourquoi? Parce que souvent, on manque d'outils de transformation dans nos territoires. Donc même si je suis un super agriculteur qui prend soin de mes sols, qui fait toutes mes pratiques comme il faut, si derrière, j'ai pas un débouché, soit énergétique, soit alimentaire, pour créer cette valeur ajoutée,
eh bien, je ne vais pas m'en sortir. Donc, vraiment, cette approche de la boucle territoriale, c'est aussi la prise de conscience que je suis un chef d'entreprise de mon territoire, que je dois jouer le jeu des acteurs économiques en place. Et c'est faire vraiment cette approche de cartographier. Je prends un exemple. Je vous ai dit que nous-mêmes, on avait une ferme pilote chez Hectare. On a remis un élevage laitier qui avait disparu dans les années 80. On est allé jusqu'à la transformation de yaourt parce que ça crée de la valeur ajoutée. Mais surtout, je n'ai plus de collecte laitière dans mon département parce que l'élevage est parti. Et donc, il fallait soit jouer un modèle très productif avec un élevage plutôt de grande taille, robotisé, et il y en a qui le font et c'est super. Mais nous, d'où on était situés, de la taille de notre exploitation, on n'avait pas d'autre choix d'aller vers de la valeur ajoutée et de devenir nous-mêmes transformateurs. C'est pas ce qu'il faut faire partout, mais c'était d'un contexte territorial, je n'avais pas vraiment d'autre choix pour créer de la valeur ajoutée. Si j'avais eu peut-être une collecte laitière plus proche, je serais passé sur un autre modèle. Mais vous voyez, chacun doit adapter son modèle économique en fonction de l'industrie du territoire. Oui, parce que c'est fondamental, cette spécificité du territoire et vraiment s'adapter à toutes les possibilités ou les non-possibilités qu'il y a sur un territoire. En fait, et c'est clair que pendant 50 ans, l'objectif, ça a été de nourrir. Cette souveraineté, en fait, elle a conduit à de la spécialisation de certaines régions. Donc, comme le dit Audrey, effectivement, il y a des régions où il n'y a plus de laiterie, il n'y a plus de collecte. Et pour autant, et le savoir-faire disparaît, en plus. C'est un autre sujet, ça. Donc, d'où la leçon de former les gens pour essayer de les aider à créer la valeur ajoutée. Et puis, on a aussi une dégradation. Il y a eu un truc un peu bizarre. Il y a une dégradation de la qualité des aliments, alors qu'en fait, perçu par le consommateur, alors qu'en fait, les produits français n'ont jamais été aussi bons et aussi sains. Donc, il faut aussi reconquérir le consommateur, et ces produits locaux, ils ont aussi une image quand même meilleure. Donc, il y a cette intégration de la ferme dans le paysage, etc. Enfin, on va pas revenir à la politique élevage partout en France. Il y aura les deux modèles, mais en tout cas, il y a une vraie attente du consommateur. Il y a une vraie attente de l'agriculteur, parce que là, on voit bien l'année dernière, les acteurs étaient mal dans leur peau, quoi. Donc, depuis un an, ça s'est bien amélioré, heureusement. Sur le plan financier, ça s'est pas forcément beaucoup amélioré sur la grande culture, mais voilà, il y a l'espèce de lien ville-campagne qui doit se remettre en place. Et c'est pas l'un contre l'autre. Et tant il y a des odeurs quand on épand des produits du fumier, ou quand on épand des boules de station d'épuration. Bah ok, c'est pas grave, ça coûte moins cher que d'aller les incinérer ou de les exporter, je ne sais où, quoi. Donc il y a cette reconquête, y compris au sein de la population, sur l'intérêt de ces produits-là. Et les produits locaux, les produits fermiers, bah ça y participe, et ça c'est intéressant. Justement, vous avez parlé d'économie. Est-ce que cette circularité a des avantages économiques pour les agriculteurs ? Alors, ouais, nous on a fait des calculs. On estime que l'utilisation de produits organiques issus d'économie circulaire des villes, donc, ou des industries, donc c'est les sous-produits des papetiers par exemple, les déchets verts, les boules de station d'épuration qui sont recyclées, toujours en étant ce principe d'innocuité évidemment, ça permet à l'agriculteur de gagner 150 à 300 euros l'hectare en plus. Donc ça c'est bien. Ça c'est de l'économie par rapport à des engrais classiques. On n'a pas encore chiffré l'impact carbone, en fait. Alors, bon, il y a le label bas carbone, on adhère à ce label bas carbone, on adhère à l'initiative 4 pour 1000, qui consiste à stocker plus de carbone dans les sols grâce à l'agriculture régénérative. Mais il faut savoir que le carbone, c'est lui aussi qui va permettre, dans les sols, d'avoir une meilleure résistance à l'érosion, une meilleure résistance à la rétention d'eau, et donc tout simplement une meilleure fertilité. Et ça, c'est difficile à chiffrer. Donc nous, Veolia, on a à peu près 1 million de tonnes de compost en France, qu'on vend dans toutes les régions de France. Ça stocke 230 000 tonnes de CO2 dans le sol. C'est pas mal quand même. Pas de CO2, de carbone dans le sol. Donc voilà, tout ça, ça y participe. C'est pas vraiment chiffré, mais en tout cas, c'est une amélioration. Et puis c'est du local, quoi. Vous voyez ça très concrètement. Oui, alors nous, on a fait effectivement une salle qui est un peu un démonstrateur de la transition carbone, et on prend souvent l'exemple d'une baguette de pain, parce que je le trouve assez symbolique et emblématique de notre pays. Et quand je veux un morceau de pain zéro carbone en tant que consommateur, j'ai à peu près la moitié des émissions d'une baguette de pain qui vient de la façon dont on cultive le blé sur notre ferme. Donc on a réellement, entre nos mains en tant qu'agriculteurs, un levier pour rendre cette baguette de pain plus neutre. Et quand on creuse ce 50%, l'énorme enjeu, c'est ce qui vient d'être dit, c'est la fertilisation. La dépendance à des engrais qui viennent de loin, notamment de Russie, etc. Donc, si j'ai demain un acteur de mon territoire qui peut m'emmener de la fertilité moins loin, moins cher, c'est dans mon intérêt en tant qu'agriculteur. Et ce qu'on a modélisé aussi, c'est de dire combien ça me coûterait d'emmener ce morceau de pain zéro carbone, etc. Nous, on a modélisé de passer d'une ferme classique en céréales,
Et pourquoi je parle des céréales? Parce que sur 26 millions d'hectares, le modèle céréalier, c'est 13 millions. Donc, quand on parle de faire la bascule, il va falloir à un moment donné s'attaquer à ça. Eh bien, en fait, il me faut entre 100 et 150 euros l'hectare, vraiment dans la mise en place des couverts, de végétaux, de couvrir mes sols. Toutes les pratiques de l'agriculture régénératrice, c'est entre 100 et 150 euros d'hectare d'investissement pour l'agriculteur. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de le financer. Effectivement, bien maîtriser ses coûts par ma meilleure maîtrise de mes coûts de fertilisation, par une autre façon de travailler ou d'organiser mon efficacité au travail sur ma ferme. Mais aussi, ça peut être par le crédit carbone. Aujourd'hui, on voit malheureusement que les crédits carbone sont plutôt vendus entre 30 et 50 euros la tonne. C'est très fluctuant, ne me permettent pas de couvrir toutes ces pratiques. Mais voilà, ça va être une meilleure maîtrise de mes coûts d'achat, une meilleure commercialisation de produits avec de la valeur ajoutée. Et donc tout ça, c'est vraiment devenir un chef d'entreprise et faire ses calculs de coûts. Ça, c'est vraiment important. Je rajouterais par rapport à tout à l'heure, il y a des choses aussi où quand on est agriculteur, je trouve qu'il faut vraiment partager la contrainte, si je puis dire. Je vais prendre un exemple. Quand vous commencez à transformer des produits dans votre territoire, vous vous retrouvez à faire tous les métiers. Vous voyez, on a beaucoup parlé d'être bon dans la maîtrise de ses coûts, faire tout bien dans ses champs. C'est déjà une grande complexité avec des savoirs qui ont disparu de certaines régions. Puis après, vous mettez à faire quelquefois de la transformation seul ou à plusieurs. Il y a des outils aussi de territoire qui sont partagés. Puis après, il faut vendre. Mais moi, j'aime bien prendre cet exemple quand je me suis retrouvée à faire des yaourts. On ne s'était pas destiné à ça au début. Mais j'ai trouvé un partenaire de territoire parce qu'on les vend en circuit court. Et quand je lui ai dit, tu sais, je galère avec l'équipe de la ferme, on galère sur la logistique, le transport. C'est pas notre métier. Ça nous prend 2 heures par semaine. Lui, son métier, c'est d'être aussi logisticien. Eh bien, on a travaillé sur la ramasse à la ferme, c'est-à-dire que quand ces camions, ce grossiste qui s'appelle Transgourmet, part délivrer des restaurants dans Paris, il revient prendre sur notre ferme nos yaourts et on a partagé le coût. Moi, je lui ai dit en toute sincérité, voilà combien ça me coûtait. Ça me rend un service. On a fait l'impact carbone de la logistique, c'est super pour eux. Et donc, je pense qu'aussi, il faut qu'on soit plus intelligent sur cette chaîne de valeur. Ce n'est pas que le problème de l'agriculteur, c'est pas que le problème d'une municipalité qui doit peut-être aussi repenser dans la façon de donner dans les cantines le prix du repas. C'est aussi le maillon de la logistique qui est souvent très très oublié, mais qui est une structure de coût importante. Donc c'est vraiment ces projets de territoire qui sont la solution. Il faut se mettre autour de la table. C'est plein de petites choses. C'est une somme d'addition de centimes qui font la différence. Prendre de la hauteur. Voilà. Mais ça doit être une force de Veolia parce que vous êtes quand même sur tous les métiers, toutes les chaînes de valeur. Vous pouvez voir peut-être un projet avec plus de perspective. Alors, effectivement, moi, en matière de projet de territoire, ce qui me paraît très pertinent, c'est d'arriver à faire un système où on a quelques méthaniseurs agricoles qui produiraient du gaz local. Il faudrait que la ville même vende, je sais pas, le gaz d'Arras, le gaz des agriculteurs d'Arras, de la communauté d'agglo d'Arras, plutôt que le gaz qui vient de je sais pas où. Ce méthaniseur, il est alimenté par quelques biodéchets des cantines, par exemple. On intensifie la photosynthèse parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, l'enjeu de demain, c'est de produire un maximum de biomasse pour nourrir et pour faire de l'énergie. Donc, au lieu de faire 2 cultures traditionnellement par an, 2 cultures tous les 2 ans, on fait 3 cultures sur 2 ans. On met des cultures intermédiaires qui permettent de stocker du carbone. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On intensifie la photosynthèse, cet outil magique qui permet à tout le monde de respirer, de toute façon. Et puis, on produit donc ça rentre dans le méthaniseur, ça fait des digestats qui sont épandus. La collectivité, ensuite, a ses eaux de station d'épuration, parce que le risque pour le paysan, c'est que s'il sème des cultures intermédiaires au mois de juin et qu'il pleut pas, ça lève pas. Donc, on pourrait reprendre l'eau, réutilisation de l'eau de la station d'épuration pour assurer que ces cultures-là vont pousser comme il faut, pour assurer des tonnes de biomasse. Et puis tout ça, c'est des digestats qui à la fin sont épandus, c'est du gaz qui est donné à la ville, et puis une population qui finalement, c'est pas une souveraineté locale, mais en tout cas, on a une espèce de logique, comme il y avait dans le temps, dans les villages, ils étaient assez autonomes, et puis voilà, ils y arrivaient. Et donc, on peut, nous, Veolia, effectivement, participer par notre compétence dans le domaine de l'eau, à faire de la reuse. On le fait dans d'autres pays, on le fait pas beaucoup en France. On va relancer un programme, je me désespère pas, mais l'idée c'est de faire un collectif là-dessus parce que c'est l'enjeu de demain. Sans eau, c'est terrible. Et effectivement, pour les industriels de l'agroalimentaire, c'est catastrophique parce que s'ils ont moins de production, ils sont mal. Puis tout simplement en termes d'emploi, s'il n'y a pas d'eau, que les paysans, que les zones se désertifient, il n'y a pas d'emploi direct des paysans, il n'y a pas d'emploi dans l'industrie agroalimentaire, et puis etc. On crée une dépendance. Donc l'eau, Veolia, on connaît bien le sujet. Le sujet des déchets, on le connaît aussi, on collecte, il faut faire des boucles locales. Et puis l'énergie, c'est un vrai sujet aussi parce que là aussi, Veolia, en matière de méthanisation agricole, on aide les méthaniseurs, on aide les agriculteurs qui font de la méthanisation et on
propose avec eux d'investir ensemble ou de créer ensemble et on a des grands projets, y compris sur nos décharges, qui elles-mêmes émettent du méthane, de faire des trucs sympas pour avoir... Parce qu'il faut à un moment, il faut une taille critique. Le paradoxe, c'est que à l'échelle d'un territoire, pour du gaz, il faut quand même des gros volumes, quoi. Hein. Donc voilà, on réfléchit à tout ça, et cette intégration ville-campagne, c'est ce donnant-donnant pertinent, et voilà. Audrey Bourlot, vous qui accompagnez des agriculteurs, mettez en place des formations, est-ce qu'il y a des innovations, des technologies qui permettent d'améliorer cette circularité, de faire les choses en bonne intelligence ? Il y en a une dont on ne parle pas souvent et qui est un peu avec Hectare, on va dire notre cheval de bataille, c'est la RSE, le social. Vous voyez, tout ce qu'on vient de parler, il faut avoir du temps, de la disponibilité mentale pour pouvoir se dire comment je crée de ma valeur. Et en fait, on l'a vu dans la crise récente, il y a besoin de libérer du temps de stratégie en fait des agriculteurs pour juste ça. Et en fait, on a nous identifié 2500 startups en 3 ans, on en a accéléré 80. Et là, on est en train de travailler vraiment sur comment toute cette innovation elle simplifie la vie des agriculteurs. Et là, on a annoncé lors du sommet de l'IA récemment nos premiers tests sur l'intelligence artificielle. C'est surtout pas créer un énième logiciel ou prendre la place de start-up qu'on a plaisir à accélérer, faire grandir et faire devenir des champions européens. C'est que je me suis aperçue sur notre ferme pilote qu'il nous manquait de la remontée d'infos du quotidien. C'est-à-dire toute l'innovation, elle est souvent pensée pour le chef d'exploitation, qui a déjà, on l'a vu, un quotidien chargé, qui a besoin de prendre de la hauteur. Et puis après, sur sa ferme, il intervient, il a soit des salariés, soit ça peut être de plus en plus quelqu'un qui vient faire certains travaux sur sa ferme, parce qu'on a de la sous-traitance. C'est une ferme sur 10 qui fait appel à un agriculteur voisin ou à une entreprise. Dans notre jargon, on appelle ça des ETA, des entreprises de travaux agricoles qui interviennent. Et pour autant, vous l'avez vu, je dois rendre beaucoup de traçabilité à l'amont, à l'aval, de ce que je fais dans mes pratiques, etc. Et donc là, on est en train de tester, grâce à l'IA, énormément de commandes vocales. Parce que moi, j'ai un agriculteur voisin qui vient faire des travaux dans mes champs et il va pas le soir, en plus de son quotidien chargé, rentrer dans mon logiciel de gestion et me faire un reporting de sa journée. Ça n'existe pas dans la vraie vie des fermes. Et donc là, il nous fait de la restitution en commande vocale. Tout le monde a essayé, je pense, avec son téléphone. Ça fonctionne de mieux en mieux. Donc nous, on est en train d'entraîner avec Hectare tous les langages, ChatGPT, Mistral, à apprendre des mots du vocabulaire agricole parce qu'on a des mots assez techniques, pouvoir transcrire tout ça et remonter de la traçabilité de l'info et de gagner du temps. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que tout ce formalisme nous prend du temps. 9 heures par semaine, c'est le temps consacré par un agriculteur à la charge administrative. Oui, c'est énorme. Donc, pour qu'il puisse penser à créer de la valeur, à travailler tout ça, il faut lui libérer ce temps-là. Donc, l'innovation sociale, je ne sais pas comment l'appeler, je trouve que c'est un sujet qu'on aime bien traiter parce qu'il est un peu un angle mort de la transition. Et pour autant, il faut être super bon dans les champs, il faut prendre le temps d'aller voir les acteurs économiques de son territoire. Puis, je le rappelle souvent, il y a 2 choses qui me tiennent aussi à cœur. C'est que si vous faites des céréales, vous faites un essai par an avant de faire les cultures associées. Donc, la prise de risque et le temps du vivant, c'est pas le temps du financement des outils, c'est pas le temps de l'investissement. Et moi, j'ai un autre message, c'est que la finance, il faut ralentir si on veut être bon dans l'agriculture. Il faut des durées d'investissement. Un méthaniseur, c'est des millions d'euros. Une ferme, il n'y a pas une ferme, si j'enlève le micro-maraîchage, où vous n'allez pas avoir besoin de plusieurs millions, minimum 1, 2, 3, un petit bâtiment de volaille, une petite ferme céréalière. C'est des millions d'euros. Et donc, le temps qu'on essaie nos super pratiques agronomiques, qu'on trouve de l'argent et qu'on mette en place ces modèles-là, il faut de la robustesse financière et économique. Et donc, il faut un temps plus long d'investissement dans cette chaîne de valeur-là. Donc, moi, je pense qu'il y a des vrais enjeux aujourd'hui. Et puis, j'ai un dernier souhait, parce qu'on est beaucoup pour l'agriculture, c'est que j'ai repris effectivement une ferme récemment. Et en fait, que je fasse bien ou pas bien, quand je vais la revendre, je ne suis pas vraiment challengée sur mes pratiques et mes sols. Pourtant, je suis une chef d'entreprise. Quand vous achetez un appartement, on ne vous vend pas le même prix une passoire thermique qu'un appartement justement rénové. Et je pense qu'il y a peut-être un autre levier, c'est de demain pouvoir mettre une valeur foncière sur la qualité des sols. Je pense que c'est assez consensuel pour m'aider finalement à financer ce coût des pratiques. Donc il y a plein de leviers. Celui de la finance, il ne faut pas l'oublier. Oui, justement, pour l'entendre ça, quels seraient les principaux freins à cette circularité ? Déjà, il faut changer de culture. Au propre et au figuré. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles cultures qu'il va falloir intégrer pour plus de protéines, stockage de l'azote, etc. Et puis, il y a un changement de culture, vous l'avez dit, sur la mentalité des agriculteurs, parce qu'en plus, ils vont être de moins en moins. Il y a de plus en plus de néo-ruraux qui débarquent et qui veulent se mettre agriculteurs. Et il y a tout un tas de contraintes. On a fait un sondage chez Veolia, parce qu'on voulait mieux comprendre la population et les ressentis du monde agricole. On a fait un sondage auprès de 800 agriculteurs. Hein, et il y en a 74% qui nous disent « Non, mais les réglementations, c'est important. » Par contre, faut qu'elle change, faut qu'elle s'assouplisse, faut qu'elle s'améliore. On ne veut pas vivre sans réglementation, mais voilà, c'est ce qu'a dit Audrey.
Voilà, il faut qu'on arrive à automatiser ça, il faut que les gens consacrent plus de temps à leur métier. Donc voilà. Et donc Veolia là-dedans, Veolia, on considère que on a un rôle à jouer. Et vous savez, on a une phrase de notre président, Antoine Frérot, qui dit il va falloir nourrir plus, produire plus d'énergie verte, d'accord ? Ça avec moins d'eau, moins de sol en bonne forme. Et comment on fait ? Et Veolia a un rôle à jouer là-dedans, donc à travers l'eau, à travers les déchets, à travers l'énergie. Je pense aussi que en matière de connaissance du sol, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Alors certes, la technologie va nous y aider, mais quand même, pendant des années, on a produit avec des engrais minéraux, avec des pesticides. C'est pas si compliqué que ça. Quand on se dit on en met moins d'engrais minéraux, ils sont essentiels. On peut pas s'en passer. On met moins de pesticides, on remplace par du biocontrôle, des biostimulants. Ça marche, c'est moins évident. Il n'y a pas 50 ans de recherche là-dessus. Donc nous, on doit aider. On fait ça avec l'INRAE. On aide aussi pour aider les agriculteurs, à la fois sur le plan de la connaissance des produits qu'on leur propose, la compétitivité pour produire plus de tonnes de biomasse à l'hectare. Les technologies, nous aussi, on met des startups en avant pour gérer cette économie de la sobriété. C'est comment, avec un même volume d'eau, on arrive à produire plus. Enfin, le rôle de Veolia, c'est vraiment la santé des sols. C'est essentiel pour nous. C'est l'intégration à travers l'énergie, les déchets, l'eau de ce monde agricole, ville-campagne. Et puis voilà, et c'est en gros avoir cette pierre dans la transformation écologique de l'agriculture, tout en produisant. Il faudra produire plus, avec des gens qui auront effectivement des difficultés, y compris sur le plan bancaire, parce que les banques, elles sont pas très cool quand un agriculteur s'installe. Donc on va pas faire de prêt bancaire aux agriculteurs, mais en tout cas, si on peut les aider, c'est ce qu'on cherche à faire, et ça marche plutôt bien aujourd'hui. Et en fait, on a vraiment cette mission qu'on veut développer. Audrey Bourlot, il nous reste 2 minutes. Comment est-ce que, j'imagine que vous travaillez avec beaucoup de jeunes agriculteurs aussi, comment est-ce qu'ils se saisissent de la question ? Est-ce qu'ils s'intéressent directement à créer des exploitations qui sont tout de suite dans les normes de ce que souhaitent souvent les jeunes générations ? Comment est-ce qu'ils s'approprient tous ces aspects de circularité ? Alors, on a eu 70% de nouveaux entrants non issus de familles agricoles et 30% d'enfants d'agriculteurs, tous sont engagés dans la transition. Je crois qu'il faut arrêter les agriculteurs. On est les premiers impactés par le changement climatique, on voit bien. La question, c'est que dès qu'ils veulent créer de la valeur ajoutée, il y a effectivement ce surinvestissement, cette prise de risque du début. Et elle peut être accompagnée que justement s'ils ont des acteurs qui les sécurisent un peu dans ces premières années. C'est crucial. Donc effectivement, le modèle bancaire ne veut pas prendre tout le risque. On peut les comprendre, c'est peut-être pas leur métier. Et donc nous, on travaille beaucoup à comment on ramène autour de ces jeunes entrepreneurs du dérisking, pas très français, mais soit par des débouchés sécurisés dans le temps. Et on a de plus en plus d'industries agroalimentaires qui s'engagent aussi, il faut le dire, dans comment je peux faire des contrats à long terme, la contractualisation. Quand je sais 5 ans que j'ai une culture qui a à peu près tel prix, je vais m'engager à la faire dans les champs, en fait. Demain, si j'ai un acteur de l'énergie qui me dit j'ai un méthaniseur, viens le rejoindre, ça me fait un débouché sécurisé. Donc, il y a besoin de ce rapport du financement. C'est vraiment ce qui est crucial aujourd'hui. Et puis aussi, on challenge pas mal le comment je m'organise. Est-ce que je fais tout seul ? Dans des régions qui, historiquement, souffrent un peu plus, il y avait des CUMA, on partageait le matériel agricole. Dans des régions qui allaient encore bien, je prends le bassin de l'Île-de-France, Céralier, il faut peut-être qu'on se réorganise sur nos postes de coût aussi, comment on partage mieux le matériel, sur des fenêtres météo qui sont de plus en plus courtes. Donc, on a un énorme savoir et des opérations à faire dans des fenêtres météo très, très courtes. Et donc, il faut qu'on arrive à mieux s'organiser à l'échelle des territoires aussi, parce que c'est des euros. Je finirai là-dessus, peut-être dans une exploitation agricole, les frais de mécanisation, le matériel, c'est à peu près 30% des charges. Donc, il y a des postes sur lesquels on peut aller aussi gagner. Donc, nous, c'est vraiment cet ADN. Ils sont tous engagés dans la transition. Ils ont tous envie de faire ce formidable métier. Donc, on fait tout pour les encourager et pour qu'ils réussissent. Et ça se fait vraiment avec cette approche de tous les acteurs autour de la table. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce dernier épisode du Champ des Possibles. Audrey Bourlot, vous êtes fondatrice d'Hectare et Paul-Antoine Seb, directeur de Veolia Agriculture France et agriculteur. Et merci à vous tous et tous de nous avoir écoutés, regardés. C'était Le Champ des Possibles. Ce podcast vous a été présenté par Veolia.